Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. On est ravis de vous retrouver pour le 10e épisode de la saison. Fabio Guillou, Thomas Courdeos et Matteo Susa sont à mes côtés. Au programme du jour, interview exclusive avec Valentin Vachereau et le coup d'envoi de la saison de terre battue. Tout de suite, un petit tour de l'actualité des sports de raquettes. Le tirage au sort du Rolex Monte Carlo Masters s'est tenu à 17h. Pour leur dernière participation, Stan Wawrinka affrontera Baez et Gaël Monfils affrontera Griekspoor. Si Wawrinka remporte son premier tour, il affrontera Carlos Alcaraz. A l'inverse, pour sa première participation, Moïse Kouame affrontera son compatriote Hugo Humbert. Alexander Zverev et Yannick Sinner se retrouvent une nouvelle fois dans la même partie de tableau. Rendez-vous demain pour le début des qualifications. Absent du tableau, Arthur Fils a déclaré forfait. Demi-finaliste à Miami, le Français a décidé de faire l'impasse pour se préserver avant la suite de la saison de terre battue. On rappelle qu'il est de retour d'une fracture de fatigue au dos, qu'il avait écarté des cours pendant 8 mois. Il devait défendre un quart de finale. Ce choix met en difficulté son statut de tête de série pour Roland Garros. Journée compliquée pour les Français à Marrakech. Ils étaient 3 en quart de finale, 2 ont été éliminés. Corentin Moutet tombe de haut face à Trungelitelli. Après 3-7 à rebondissement, l'Argentin s'impose et devient le plus vieux joueur à faire sa première rentrée dans le top 100 à 36 ans. Alexandre Müller s'est lui aussi incliné face à la pépite espagnole Rafael Jodar. Il a déclaré forfait après la perte de sa première manche. Luca Van Hache est en phase pour sauver l'honneur. Il a remporté la première manche contre Hugo Carabelli. L'ATP 250 d'Houston et de Bucarest se déroule également cette semaine. À Houston, les Américains brillent à domicile. Leonard Tien, Ben Shelton, Tommy Paul et Frances Tiafoe sont tous au rendez-vous des quarts de finale qui se tiendront dans la soirée. La pluie n'arrange pas les affaires des joueurs à Bucarest, en Roumanie. Le tournoi est en retard à cause des conditions météo. Actuellement, les huitièmes de finale se sont joués ce matin et les quarts ont débuté aux alentours de 16h. Certains joueurs doivent donc jouer 2 matchs dans la même journée. Il ne reste plus qu'un seul Français. Il s'agit de Tito Androgué. Il a éliminé un spécialiste de l'ocre, à savoir l'Argentin Sébastien Baez ce matin. Il affronte à 18h Daniel Merida pour une place dans le dernier carré. Au WTA 500 de Charleston, les Américaines brillent tout autant que les hommes. Alors que les quarts de finale se jouent en cette fin de journée, une Américaine est présente dans chaque match. On retrouve la tête de série numéro 1, Jessica Pegula, qui pourra rencontrer sa compatriote Iva Jovic en demi-finale. De l'autre côté, l'histoire s'annonce compliquée pour Madison Keys. L'Américaine affronte Belinda Bencic, 11e mondiale. Si elle parvient à s'imposer, elle pourra retrouver Makatne Klesser, qui réalise pour l'instant un parcours impressionnant. L'Américaine, 42e mondiale, a déjà éliminé 2 têtes de série. La Coupe du monde de tennis de table a débuté cette semaine à Macao. Les Français n'ont pas eu un tirage facile. Alexis Lebrun a remporté son 8e de finale contre son compatriote Thibaut Poré. Il affrontera Togami ou Calderano en quart de finale. Son frère Félix Lebrun est lui éliminé, mais avec les honneurs. Tombé sur le numéro 1 mondial dès son entrée en lice, le Français a tenu et mis en difficulté le Chinois. Après 3 balles de match sauvées et une balle de 7 manquée, il s'était là s'incliner 4-7-2. Du côté du tableau féminin, la seule tricolore Yannan Yuan s'est inclinée dès son entrée en lice contre Goda. Le P1 de Miami rebat les cartes dans la hiérarchie mondiale du padel. En remportant le titre, Alejandro Galán et Federico Chingotto ont relancé la lutte face aux leaders Arturo Cello et Agustín Tapia. Le tournoi floridien se refuse toujours au numéro 1 mondiaux. En 2025, le duo avait perdu en quart de finale et cette année, le parcours est encore une fois compliqué. En tout cas, le P1 de Miami a encore une fois rappelé aux leaders du classement que le duo Galán-Chingotto a les capacités pour les embêter. En badminton maintenant, Alex Lanier n'a pas eu de mal pour conserver son titre à l'Orléans Masters. Le Français 10e mondial affrontait son compatriote Thomas Junior Popov en finale. Victoire sans appel en 2-7, 21-11, 21-13. Il n'a perdu aucun set du tournoi. Cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer et d'interviewer le monégasque Valentin Vachereau, qui a connu une ascension fulgurante avec un titre en Masters 1000 à Shanghai. L'interview sera à découvrir intégralement sur la chaîne YouTube de Service Gagnant et sur le compte Spotify de l'EDJ. Voici un long extrait de cette interview exclusive. Bonjour à tous, on est actuellement en Monte Carlo Country Club, lieu emblématique du tennis où se déroule notamment le Rolex Monte Carlo Master. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accueilli par Valentin Vachereau, numéro 23 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai. Bonjour Valentin. Bonjour. Donc Valentin, tu rentres de ta première tournée américaine et ton premier Sunshine. J'ai envie de te demander comment tu vas et quel bilan tu fais de cette tournée. Ça va très bien. J'ai eu la chance de pouvoir vraiment me reposer 3 jours off total en rentrant avant de reprendre l'entraînement. Avec le décalage horaire, c'est pas mal. Et du coup, ça va très bien. On est un peu dans l'antre
de l'entraînement, le milieu de la semaine, là où c'est le plus dur, avant de redescendre un petit peu pour être à 100% début de semaine prochaine. Justement, samedi, c'est le début d'un tournoi un peu particulier pour toi. C'est le début du Masters 1000 de Monte-Carlo, un tournoi auquel tu as déjà participé. J'ai envie de demander, qu'est-ce qui représente ce tournoi pour toi? Ouais, c'est encore plus différent que pour les Français Roland-Garros, les Américains l'US Open, parce que c'est les seules courses sur lesquelles j'ai grandi. C'est la chance d'avoir un tournoi dans mon club. Peu de joueurs, je pense, peuvent le dire. C'est les courses sur lesquelles j'ai joué depuis que j'ai 6, 7, 8 ans. Donc ça représente tout et ouais, ça va être ma 5e participation. Et j'attends ça avec impatience. Tu as fait une run exceptionnelle à Shanghai. On en a parlé absolument partout. T'as battu public, t'as gagné contre Djokovic et t'as remporté la finale. Mais quel changement ça t'a apporté dans ta vie, j'imagine, financièrement, même dans la rue, les gens te reconnaissent maintenant? Qu'est-ce que ça fait? À partir du moment où j'ai mis mes premiers pieds à Monaco après Shanghai, oui, ça a un petit peu changé dans la rue et dans ma vie. Après, dans ma vie à moi-même personnellement, dans moi, rien ne change, mais c'est sûr que les gens me reconnaissent plus. Tout ça m'a permis cette année de pouvoir voyager un petit peu plus facilement, dans de meilleures conditions, de mieux payer mon équipe. Des petites choses, faire venir mes parents en Australie, tout cela et non, mais surtout, ça a surtout changé ma carrière tennistique et c'est ça le plus important. Je vais te demander maintenant, c'est quoi ton grand chelem, ton tournoi préféré de ceux que t'as pu connaître? Monte-Carlo. Monte-Carlo? Eh oui. Et si je te demande le grand chelem? Le grand chelem, l'Open d'Australie. Pourquoi? Et déjà, je trouve ça assez spécial voilà, tout le gratin du tennis mondial, tout le circuit mondial, de se retrouver à Melbourne, en Australie, à l'autre bout du monde, en janvier, où il fait beau, alors que tout le monde a passé un mois et demi à s'entraîner on va dire comme des bourrins, chacun de son côté. Je trouve ça déjà très spécial. Le site est en plein centre-ville, à 5 minutes des hôtels. On perd pas de temps sur rien que ce soit. Tout est fait pour les joueurs et le site est juste magnifique et surtout l'ambiance est folle. 3 semaines avant Shanghai, je t'ai interviewé 3 semaines, je crois, à Cassis. Donc un challenger, pour ceux qui ne savent pas, c'est le circuit secondaire. Et tu venais de perdre contre Rodionov. Qu'est-ce que concrètement t'as changé entre ces 3 semaines, entre Cassis et Shanghai? À vrai dire, ce qui s'est un peu passé, le fil de tout ça, c'est j'ai failli avoir une grave blessure à Wimbledon, où je menais 6-4, 6-5 et je suis tombé, j'ai entendu mon genou craquer. Je pensais que c'était l'heure des croisés et qu'on se verra un an plus tard. J'ai eu d'énormes chances que 5 semaines plus tard, j'étais déjà en train de rejoindre un tournoi. Et ça a été un petit peu dur la reprise. Je trouvais qu'il y avait toujours quelque chose qui se mettait un petit peu au milieu de moi à chaque fois. Mais j'avais repris 3 challengers sur terre. Je jouais de mieux en mieux. J'ai changé sur dur. J'ai eu une... à vrai dire, du coup, c'était début septembre à Manacor. Premier tour du Challenger, j'ai joué Martine Landaluce, qui vient de faire quart de finale à Miami, donc c'était quand même un beau match. Mais je sentais que mon niveau était de mieux en mieux et ça passait pas et je comprenais pas pourquoi. Il y avait beaucoup de frustration, que ce soit sur ma défaite à Manacor, sur ce premier Challenger sur dur. Ensuite à Cassis, où je sentais que je jouais encore mieux, où il y avait une défaite 6-4 au 3e set face à Rodionov. Ensuite, j'étais parti jouer en Coupe Davis, puis il y a eu cette fameuse, ce match d'avant Shanghai à Saint-Tropez, où j'avais perdu au premier tour. J'étais arrivé à 3h du matin à Saint-Tropez après la Coupe Davis. J'étais vraiment pas dans les meilleures conditions pour jouer, mais ce qui du coup fait quand même une défaite au premier tour, juste avant cela. Et peut-être qu'en fait tout ça ensemble a fait que cette défaite au premier tour a fait que j'ai pu m'entraîner 10 jours ici avant d'aller à Shanghai. De s'entraîner, on va dire, quand tu t'entraînes 10 jours, tu t'entraînes calmement, tu reprends les bases, tu refais tout bien et faire un gros bloc physique. Je suis arrivé complètement prêt en ayant fait des matchs sur dur à Shanghai, sur les tournois d'avant Shanghai. Et je pense que tout ça a fait que je suis arrivé plus que prêt. Tu étais un peu attendu au tournant. Est-ce que cette nouvelle notoriété, elle t'a mis un peu la pression sur les réseaux sociaux? On disait, est-ce que Valentin Vacheron va être capable de tenir son rang? Est-ce que c'était, comme on appelle ça, un purple patch, c'est-à-dire le coup d'une fois Non, évidemment. C'est sûr que quand quelque chose comme ça arrive, on va dire, soit ça tout part dans le bon sens après, soit tout peut s'écrouler. Mais on va dire que tout n'a pas continué évidemment comme
comme à Paris, comme à Shanghai. Mais je me trouve très régulier depuis le début de la saison, avec très peu de défaites au premier tour, des quarts de finale, des huitièmes de finale. Et au final, ça fait déjà pas mal. J'ai joué plein de matchs depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Donc je pense pas que c'est un purple patch. Et j'espère, et après j'espère surtout aller rechercher des quarts, des demi et des finales avant la fin de l'année. Et maintenant que tu es sorti du Challenger, on sait que c'est un circuit compliqué où il se passe plein de choses. Est-ce que tu as des anecdotes de trucs de galère dans ce circuit? Des anecdotes de galère. Après, à vrai dire, le circuit Challenger, c'est loin d'être le pire. Hein. Les pires galères sont quand même sur le circuit ITF Future, encore en dessous. Challenger, on arrive quand même dans des plus beaux clubs, dans des hôtels qui sont quand même pas mal. L'hôtel est pris en charge, même des fois la nourriture est prise en charge sur certains, sur les gros. Donc oui, certains challengers peuvent être un petit peu plus folkloriques. Personnellement, si j'y pense, j'y pense pas. Il y a un petit peu plus en ITF Future où on en a une avec mon frère qui est mon coach Benjamin. On s'est retrouvé à passer la frontière hongroise ukrainienne à pied. On avait dûu qui est encore un petit peu plus fou maintenant puisque c'était quelques années avant la guerre où maintenant il n'y a plus trop accès. Mais on avait loué une voiture en Hongrie pour aller faire un futur en Ukraine sans penser au fait qu'une voiture de location hongroise ne peut pas rentrer en Ukraine. Et qu'on était à 1 heure, on avait encore 1 heure et demie de route, donc on avait laissé la voiture à la frontière en espérant qu'une semaine plus tard, quand on allait revenir, elle allait toujours être là. Et on avait passé la frontière à pied. C'est très, très folklorique, c'est une vraie frontière avec 2 postes de frontière, un pont au milieu d'une rivière, tout ça. J'avais fait mon tournoi, j'avais évidemment, quand il y a des trucs comme ça, perdu au premier tour. Le tournoi était venu nous chercher alors que voilà, c'est des choses en futur, le tournoi il vient pas te chercher, tu fais tout seul. Et on était revenu, 3-4 jours plus tard et la voiture était là. Et maintenant on en rigole. Le groupe mondial. C'est ma question d'après. Donc depuis longtemps tu représentes du coup les couleurs monégasques. Et là vous venez d'accéder au groupe 1 après une victoire contre le Kazakhstan. Vous êtes allé à Astana et vous avez gagné. Notamment toi tu as gagné contre Bublik. Ouais. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur ton expérience en Coupe Davis et sur ce que représente pour toi la sélection? C'est un peu c'est les semaines où je retouche un petit peu au circuit universitaire américain, les semaines en équipe où il y a des moments où tu penses un peu plus à l'équipe avant que toi et que tu te bats pour tes potes, moi pour la fédération. J'ai eu ma première victoire dans le top 50 l'année dernière face à Nuno Borges ici, face au Portugal. C'était au premier tour du groupe 1, c'était la première fois qu'on jouait le groupe 1. On avait perdu, on était redescendu dans le groupe 2. On avait battu la Chypre pour remonter dans le groupe 1 et là pour la première fois on passe ce premier tour du groupe 1 face au Kazakhstan. J'ai donné la victoire en battant Bublik, on va dire que c'est un des plus beaux exploits de Monaco en Coupe Davis. Et on se donne la chance de jouer la Finlande en deuxième tour du groupe 1 pour monter dans le groupe mondial en septembre. Il y a 1 an à Aix, tu me disais que ton objectif de carrière c'était d'être top 50. 1 an après, c'est chose faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir? Moi, je me souhaite de regagner, des tournois. Maintenant, si je finis ma carrière en gagnant 3 autres tournois, mais que c'est 3 ATP 250, je le prends, même si je rêverais de regagner des Masters 1000, pourquoi pas un Grand Chelem. Et surtout, comme je disais, d'essayer d'aller retoucher à des quarts, des demi, des finales de tournois, d'aller loin dans les tournois, de rester régulier et de prendre tout autant de plaisir sur le terrain. Écoute, merci beaucoup Valentin de nous avoir accueillis ici. Vous retrouvez Valentin sur les cours entre dimanche et mardi en fonction du tirage au sort, c'est ça? Oui. Soit dimanche, soit lundi, soit mardi. Et on souhaite bonne chance pour ce tournoi à Monte Carlo. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Pierre-Louis Rossilol qui a notamment permis de faire cette interview. Merci à Fabio et Thomas derrière qui nous ont permis de filmer, de nous apporter ce matériel. Et on se retrouve tous les vendredis ou mercredis sur Service Gagnant. L'interview complète est à découvrir à partir de 18h30 sur la chaîne YouTube de Service Gagnant et Smash Media. Nous tenons à remercier une nouvelle fois Valentin Vacheron. Parlons maintenant du coup d'envoi de la saison de terre battue. La saison de terre battue a débuté cette semaine, les enjeux sont nombreux cette année, avec même la bataille pour le trône mondial, Thomas Gourdeos. En effet Léo, Carlos Alcaraz a beaucoup de points à défendre, au total 4000 points avec sa victoire à Roland-Garros et ses titres à Monte-Carlo et à Rome, tandis que de son côté l'Italien a tout à gagner sur cette saison de terre battue.
Sinner avait été suspendu 3 mois par l'Agence mondiale antidopage, ne lui permettant pas de glaner des points aux différents tournois entre février et mai. Actuellement, Alcaraz possède plus de 1000 points d'avance sur son rival, mais cela pourrait ne pas durer. À noter également que Carlos Alcaraz a eu plus de temps de préparation grâce à son élimination prématurée face à Sébastien Corda à Miami. À quoi ressemble le programme de cette saison sur Roc, Thomas ? Au programme, 3 ATP 500, 3 Master 1000 et Roland Garros auront lieu durant les 2 prochains mois. Du lundi 6 au dimanche 12 avril, les joueurs commenceront par le Master 1000 de Monte-Carlo, remporté l'année dernière par un certain Carlos Alcaraz. La semaine d'après, 2 ATP 500 s'offrent aux joueurs, Barcelone et Munich. Barcelone avait été remporté par le Danois Holger Rune, tandis que Munich revenait dans les mains d'Alexander Zverev. Ensuite, ils enchaîneront avec le Master 1000 de Madrid, où Casper Ruud avait gagné en finale face à Jack Draper l'an dernier. Du 5 au 17 mai aura lieu le Master 1000 de Rome, le dernier sur terre battue. En 2025, Alcaraz avait dominé Sinner en finale, mais l'Italien revenait d'une suspension de 3 mois et n'était donc pas dans sa meilleure forme. Du 16 au 23 mai, l'ATP 500 de Hambourg laisse une dernière chance aux joueurs de se mettre en forme avant d'attaquer Roland Garros. L'année précédente, Flavio Cobolli avait remporté la finale en 2-7 face à Andrei Rublev. Le très attendu Grand Chelem de Roland Garros débute par les qualifications du 18 au 23 mai, avant le lancement du tournoi principal le lundi 24 mai. Je vous conseille de bien noter la date de la finale, qui est prévue le dimanche 7 juin, afin de ne pas passer à côté d'un moment potentiellement historique. L'année dernière, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner s'étaient retrouvés en finale, un moment exceptionnel. Après 5h29 de combat, l'Espagnol était arrivé à bout de son adversaire et avait remporté le match en sauvant 3 balles de break dans le 4e set. Quels sont les enjeux pour les joueurs dont la terre battue constitue leur surface majeure, Thomas ? Les terriens disposent de seulement 2 mois pour glaner des points sur leur surface de prédilection, une mission assez complexe étant donné l'adversité présente. Parmi les joueurs les plus à l'aise sur terre battue, on peut citer Francisco Cerundolo, Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina, Thomas Martin Etcheverry et plein d'autres encore. Majoritairement, les joueurs qui excellent sur terre battue proviennent assez souvent d'Italie, d'Espagne ou d'Amérique du Sud. La saison sur terre battue s'annonce palpitante. On rentre donc dans l'une des périodes les plus appréciées des amateurs de tennis. Merci Thomas. Match point. Demain débute le Rolex Monte Carlo Masters, souvent considéré comme l'un des tournois les plus prestigieux de l'année. La compétition de la principauté est un puits d'histoire. Matteo Souza. Exactement Fabio, comme tu l'as si bien dit, le Masters 1000 de Monte Carlo est un véritable monument du tennis mondial. Il a été créé en 1897, avec une origine pour le moins insolite. Il se joue au départ sur le toit des caves à vin de l'hôtel de Paris. Ce n'est qu'en 1928 que la compétition s'installe dans son écrin actuel, le Monte Carlo Country Club. Petite précision, même si le tournoi porte le nom de la principauté, il se déroule techniquement en France, sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. C'est là que se dresse le mythique cours Régnier 3, qui offre l'une des plus belles vues du circuit, avec ses tribunes amovibles surplombant la Méditerranée. Un cadre idyllique pour un tournoi qui a vu défiler les plus grands noms de la terre battue. Et justement, quand on pense à Monte Carlo, il y a un nom qui écrase tous les autres, non ? Oh que oui, évidemment, le maître absolu des lieux, c'est Rafa Nadal. L'Espagnol détient un record historique de 11 titres, dont une série phénoménale de 8 trophées consécutifs entre 2005 et 2012. Mais avant le règne de Nadal, d'autres géants ont marqué l'histoire de l'ocre monégasque, l'imprévisible Ilie Nastase, la légende Björn ou encore l'Autrichien Thomas Müster, tous les 3 sacrés à 3 reprises. Et plus récemment, c'est le grec Stefanos Tsitsipas qui a rejoint ce club très fermé des triples vainqueurs en s'imposant en 2021, 2022 et 2024. Et nos Français, dans tout ça, le public souvent très tricolore sur le rocher, a-t-il eu de quoi vibrer historiquement ? On en a eu de très grands moments. Le souvenir le plus marquant de l'Air Open reste l'année 2000, avec le sacre de Cédric Pioline, qui s'était défait de Dominique Rbati en finale. Il demeure à ce jour le seul Français à avoir remporté le tournoi depuis le début de l'ère professionnelle. Avant lui, dans les années 60, on avait Pierre Darmon, qui avait réussi l'exploit de remporter le titre 2 années de suite, en 1962 et 1963. N'oublie pas non plus les finales mémorables de Yannick Noah en 86, et plus récemment, surtout celle de Gaël Monfils en 2016, qui avait poussé Rafa Nadal dans ses retranchements. D'ailleurs, pour cette édition 2026, tous les regards seront tournés vers Gaël Monfils et nous aussi, le jeune Moïse Kouamé, qui ont tous deux reçu une invitation pour tenter de succéder à Pioline sur cette terre légendaire. 6 autres Français seront présents cette année, sans compter les qualifications. Arthur Hinnerknecht, Corentin Moutet, Hugo Humbert, Adrian Manarino, Terence Atman et Giovanni Mpecci-Péricard. Arthur Fils, comme on l'a dit en début d'émission, a fait forfait. J'ai envie de vous demander autour de la table, vous voyez qui allait remporter Mathéo, je vais commencer par toi. Tu vois qui allait au bout cette année à Monte-Carlo ?
Bah, on va pas changer une équipe qui gagne, hein. Encore Carlos Alcaraz, c'est le Encore maître. Carlos. C'est le maître absolu sur terre battue. C'est Terre battue qui, on le rappelle, à Monte-Carlo se rapproche des conditions de Roland Garros, l'indice de vitesse aux alentours des 0,80 avec Rome. Rome sans pluie, c'est une des terres battues qui se rapproche le plus. Tu vois Carlos aller au bout? Fabio, Carlos aussi? Moi, je suis plutôt d'accord. Et par contre, je pense que Sinner sera en finale. Moi, Sinner, je le vois vraiment aller loin. Il est dans une très belle Sache- forme en ce moment. Fabio, j'avais le même avis que toi, mais je viens de voir le tirage au sort. Et Yannick Sinner, son Ça tirage au casse. sort, il est vraiment pas facile. C'est-à-dire que Hugo Humbert ou Moïse Kouamé au second tour, pour Yannick Sinner, on va pas faire les chauvins. Normalement, ça devrait passer. Mais après, franchement, Sinner, il va devoir se taper tous les Dark Horse, comme on dit. C'est-à-dire les joueurs les spécialistes de terre battue dont parlait Thomas, en fait. C'est-à-dire que Cerundolo, potentiellement, Casper Ruud, C'est vrai. Zverev qui est dans sa partie de tableau. Bon, généralement c'est pas un problème pour Sinner Zverev, mais sur terre battue on sait jamais. Mais là, Medvedev il aussi. est Medvedev qui est dans sa partie de tableau, mais qui ce serait en demi-finale s'il se rend compte. Donc voilà, Sinner a un sacré parcours devant lui et moi je le donnais presque vainqueur avant ce tournoi. Mais peut-être que là je vais me replier sur Carlos. Je Thomas suis d'accord avec Matteo, je dirais Carlos Alcaraz aussi, déjà parce qu'il a eu plus de temps de se préparer après sa finale, son élimination Son à précoce Miami. face à Sébastien Corda en c'est huitième de ça. finale. Il a eu une semaine de plus que tout le monde, surtout que Sinner pour se préparer, et c'est sa surface de prédilection quand même. Donc. Sinner Pour moi, il va bien qui sort du Sunshine Double en plus, hein, qui l'a réalisé. Vous avez pas un petit outsider peut-être? Quelqu'un qui vous pensez qui ne part pas favori? Allez, qui un pourrait petit faire Valentin Vacheron en quart de finale. Un allez. petit Valentin Ah. Vacheron en quart de finale, il est tombé sur Camille Machrak au premier tour Ouais. pour sa première participation en tant que top 50 mondial. On le rappelle, l'année dernière, il avait passé le premier tour, on l'avait entendu dans l'interview tout à l'heure, contre Jan Lennart Struff. Et il pourrait rencontrer Mencic, je crois, au C'est possible, deuxième ouais. tour. J'ai plus le souvenir de cette branche-là en tête. Mais oui, Thomas, Moi, un petit- j'adore Cerundolo et du coup je vais Cerundolo, dire qu'il va alors qu'il a éliminer Sinner. Sinner en quart ou en huitième, si je dis pas de bêtises. Cerundolo. quart. Potentiellement il Qui a peut faire l'exploit d'éliminer Sinner. Faudrait vraiment un Faudrait- très gros je Francisco. me mouille, je me mouille. Mathéo, t'as pas un petit joueur? Ah, j'ai pas vu le tableau, donc, mais moi je vais jouer la grosse cote. Comme j'ai dit, il y en a un qui a gagné 3 fois Monte Carlo. Stéphanos ou... Qui fait qui est en ce moment, C'est qui a pas un l'homme niveau terrible. Terrible, c'est le mot. Bah, Monte Carlo, on sait jamais. Terrible, c'est effectivement le mot pour Ouais, décrire Stéphanos c'est Tsitsipas. dur. Bon, Catastrophe. eh ben, merci les gars pour ce petit débat. On voit tous Carlos Alcaraz peut-être aller chercher le titre. Allez, on va terminer cette émission par un petit quiz. Donc je vous ai préparé un quiz sur le thème de l'émission, j'ai envie de dire, non pas Valentin Vacheron, mais la terre battue. Voilà, faites attention, je vois des visages stressés autour de cette table. Les amis, première question. Combien de titres Raphaël Nadal a-t-il remporté sur terre battue? 63. Je connais quelqu'un qui a révisé avant l'émission. Terre battue. 63, effectivement. 92 au total et 63. C'est je crois, tout à fait ça. Sur 92 titres au total, il en a remporté 63. Est-ce qu'on se rend compte quand même de la stat? C'est vraiment le énorme, dieu énorme. suprême. Masterclass. C'est une des stats individuelles les plus terrifiantes dans le tennis. Il hein. sera jamais Donc, égalé à ce niveau-là. hein. Bah jamais, je pense. 14 Roland Garros, 11 Monte Carlo, 12 Barcelone, 10 à Rome, etc. etc. Deuxième question, sur son grand rival. Combien de fois Novak Djokovic a-t-il remporté Roland Garros? 3 fois. Thomas, il l'a. 3 fois les années? Je vais dire 4. Alors. Ah là là. Allez, faut enchaîner Thomas. Les contraintes de temps obligent. 2023. 2023, oui. 2014. Non. Non. 2014. 2019. Non. 2021 et 2016. 2021 et 2016. Voilà, 3 fois Je pour sais pas. Novak Djokovic. Bien loin des 14 fois Ouais. de Rafa quand même. Troisième question. Qui est le dernier Italien à avoir remporté Monte Carlo? Quand même, c'était il y a 7 ans maintenant. Ah, ben Fabio Fognini Fabio Fognini. face à Lajovic. Le dernier 2019. Italien à avoir remporté Monte Carlo, 2 points pour Ah Thomas, oui, et oui, c'était en 2019 dans une ambiance de malade mental contre Dusan Lajovic. 2 points pour Thomas, 1 point pour Fabio et 0 pour Matteo. Matteo, peut-être un petit réveil. On est là. hein. Il reste 2 questions. Qui est le seul Français à avoir remporté le Masters 1000 de Rome dans l'Air Open? Un seul Français, très connu. Mon Wow. fils. Non, mon fils, il a jamais gagné le Masters 1000 de Guy Rome. Forget. Qui? Guy Forget. Non.
Yannick Noah. Oui, Ah, et oui, Yannick Noah. En 1900. C'est le très connu qui m'a Bah oui. indiqué vers ça. En mais- 1985, il gagnait en 4-7 parce qu'à l'époque, les finales de Masters 1000 se jouaient en 3-7 gagnants contre Mitchir. Il est même le seul finaliste tricolore du tournoi puisqu'il avait fait aussi une finale en 1980 contre Guillermo Villas. Donc là, c'est des noms un peu exotiques. Hein. Dernière question, Mathéo, pour sauver l'honneur peut-être. allons-y. Combien de titres Arthur Fils a-t-il gagné sur terre battue 2. Il l'a. Bien. Bravo. Ouais, d'accord. Thomas qui remporte ce quiz 2. Est-ce que tu les as, Thomas? Il y avait un ATP 250 et un ATP 500, non C'est ça. Il y en a un en France, Ouais, à Lyon. à Lyon, en 2023. C'est son premier titre en Ouais. carrière. D'ailleurs, Arthur Fils n'a que 3 titres. Hein. Et sur C'est les ça. 3 titres, il y en a 2 sur terre. C'est ça. Et un face à Hambourg. Est-ce que vous savez qui l'a battu en finale à Hambourg? Zverev. Exactement. Un Le match tendu, mais un très beau match. Hambourg qui n'est plus un ATP 500 aujourd'hui. Eh ben, merci Mathéo, merci Fabio, merci Thomas pour cette émission. Merci à Jeff en régie. Et on se retrouve mercredi prochain, probablement, ou vendredi, pour une émission débrief de Monte Carlo, car Service Gagnant sera accrédité 3 jours dans la semaine. On se dit à la semaine prochaine.